Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Kaletka, créateur du Café du Market, la communauté francophone pour les marketeurs B2B. Salut Axel, comment ça va? Bonjour Laurie, écoute, ça va bien, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Écoute Axel, moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. J'aime beaucoup ton podcast qui porte le nom du Café du Market, hein. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fondamental, surtout à cette période de l'année, pour ceux qui sont peut-être même un petit peu en retard, Mm. qui est le plan marketing. Comment faire son plan marketing. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Ouais, alors moi j'ai 35 ans, j'habite à Marseille depuis 13 ans, je suis papa de deux petits garçons qui ont 5 ans, des jumeaux donc. Ça Oh, c'est des mon enfants formidables à tous les coups. voilà, évidemment, mais t'en sais quelque chose. Je suis indépendant depuis 3 ans et comme tu l'as dit, j'ai créé le Café du Market, qui est une communauté pour les marketeurs B2B et donc avec un podcast, une newsletter associée en termes de contenu, quoi. Voilà un petit peu. Puis après, bon, j'ai une activité d'indépendant où je fais du conseil marketing et donc je suis encore au quotidien dans ces sujets-là et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler plan market qui est effectivement un sujet chaud du moment. Enfin, qui commence à se refroidir d'ailleurs, donc faut s'y mettre, quoi. Oui, bah, je pense qu'il y a toujours des retardataires en fait. Et finalement, ce que tu vas nous partager aujourd'hui, c'est souvent un exercice qu'on fait en fin d'année, d'où la programmation de cet épisode aujourd'hui, enfin plutôt sur le mois de décembre. Mais en réalité, c'est un exercice qu'on peut faire un peu à tout moment. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour faire son plan marketing si toutefois on l'avait pas fait avant. Aujourd'hui, tu vas nous partager la méthode pour faire cet exercice qu'on procrastine un petit peu tous à faire. Donc moi non plus, c'est pas forcément un exercice que je fais en sautillant, mais en réalité, cet exercice, ça va vraiment servir de feuille de route pour déterminer les actions qu'on va mettre en place dans l'année pour atteindre nos objectifs. Axel, si tu es OK, tu nous partages ta méthode? Ouais, bah écoute, tu l'as dit déjà, effectivement, je pense que le plan marketing, bon, il y a une période de l'année sur laquelle on s'y met. Souvent, ceux qui commencent le plus tôt vont commencer un peu pendant l'été, parce qu'on est au calme. Ouais, non, mais Oui, les très très bons élèves font les ça. très très bons élèves font ça, et puis après ça dure jusqu'à la fin de l'année parce que c'est un travail au long cours, et puis de toute façon en fait ça vit un peu toute l'année parce que ça s'ajuste, qu'on suit normalement les indicateurs, et puis que du coup on fait bouger un petit peu les actions. J'allais dire, s'il y en a qui commencent un peu tôt, c'est parce que la première étape du plan marketing, ça va être un peu de tirer les leçons du passé. Moi j'aime bien, en général j'attends plutôt la fin du T3 pour déjà avoir 3 trimestres, tu vois, et ça permet du coup de mettre le nez un peu dans les dashboards, d'essayer de tirer les grands enseignements de l'année, où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on avait fixés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, de refaire un peu le point sur les process avec l'équipe, de revoir aussi. Alors ça c'est un truc, tu vois, je sais qu'il y a plein de boîtes qui le font pas, mais c'est bête, mais la quick win, c'est de refaire aussi la liste des outils. C'est quoi les outils que tu utilises, c'est quoi les dates de renouvellement, c'est quoi les budgets qui sont en face, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés et pourquoi est-ce qu'ils ont été utilisés. Donc tu vois, c'est un peu remettre le nez dans effectivement ces dashboards, les résultats, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, où est-ce qu'on en est par rapport à nos objectifs, quels sont les process de l'équipe, ce qui fonctionne, où est-ce qu'il y a des frictions, et quels sont les outils qu'on utilise, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés, est-ce qu'ils sont bien utilisés, pourquoi, et du coup analyser un petit peu ses performances. Ça c'est la première étape, on va dire, c'est de faire un petit peu le post-mortem de l'année passée, quoi, quand on a la chance OK. d'avoir un peu d'historique. Oui, donc en fait, toi, tu dis, on démarre tranquillement fin septembre en faisant cet exercice de regarder ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Moi, j'aime beaucoup le fait d'analyser effectivement les outils parce que ça a des coûts. Hein, et Mm. finalement, 20 euros par-ci, enfin plutôt 20 dollars en règle générale par-ci, 40 dollars par-là. Bah écoute, je suis pas si mauvaise élève parce que je dois bien t'avouer que c'est un exercice que j'ai fait exactement à cette date, troisième semaine ou quatrième semaine de septembre. C'est ce que j'ai fait moi-même de mon côté. J'ai regardé Mm. la liste des outils et c'est vrai, bah il y en a que j'ai arrêté. Ou il y en a, je me suis dit, bah, ceux-là, je vais pas les remettre l'année prochaine. Ça, c'est le quick win rapide en termes de budget, tu vois, même quand tu prends un Ah post oui, j'ai gratté marketing, par 200 euros, exemple. sache-le. Ouais, non, mais voilà, tu prends un C'est post pas rien. marketing, tu veux avoir un impact assez rapide, purée, bah, tu fais déjà cette liste des outils, tu regardes ce qui sert pas, où est-ce que tu peux avoir des optimisations et tout. On a tous des outils qui traînent, en fait, qu'on a payé à un moment, et puis l'abonnement, il continue parce que tu crois que quelqu'un dans l'équipe s'en sert, mais au final, personne. Et du coup, Ouais. t'as vite, effectivement, des trucs, des sources d'économie qui peuvent être intéressantes, quoi. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a cette vision, le plan marketing, quand on fait cet exercice de le préparer, en général, on prépare les actions, on se dit c'est les actions,
l'année prochaine, l'année suivante, ou du moins les prochains mois. Mais cette étape-là sert aussi à savoir où est-ce qu'on peut commencer à identifier des choses que on va pas renouveler, et notamment permettre, comme tu dis, d'avoir des quick wins, des pardon, je voulais traduire en français, d'avoir Rapide. des Un victoires impact, rapides, ouais. donc exactement, notamment sur les outils qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, peut-être même les actions, de se dire celle-là effectivement on l'a fait, on va peut-être pas la refaire parce qu'on s'est aperçu que ça nous avait rien rapporté. Bah ouais, Donc tu dis on fait le post-mortem. c'est ça, un salon où tu as été, les salons, c'est souvent l'événementiel, c'est quelque chose qui coûte cher. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'y aller? Tu mets du budget pub, est-ce que ça t'a ramené quand même des clients? C'est toutes ces actions-là, en fait, où tu vas pouvoir essayer de regarder un petit peu, parce qu'on en parlera un petit peu après quand on parlera du plan d'action. C'est effectivement, qu'est-ce que tu arrêtes? Qu'est-ce que tu vas continuer? Sur quoi tu vas accélérer? Voilà, c'est par rapport à l'année passée, c'est important de le faire, quoi. Quand on a effectivement cet historique-là qui peut nous le donner, quoi. Et pour ceux qui en sont à cette étape-là et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas d'indicateurs parce que ou qu'il leur manque des indicateurs, c'est peut-être le moment de se dire que pour l'année suivante, il y a des indicateurs qu'il faut mettre en place. Et ça peut faire partie de votre plan d'action aussi. Se dire, OK, j'ai fait toutes ces actions, celle-là, je suis pas forcément encore capable de la mesurer, ou on l'a faite un peu, voilà. Moi, je pense souvent à l'événementiel. Je connais beaucoup de clients ou de professionnels qui font de l'événementiel. Ils mettent pas les indicateurs derrière pour savoir s'ils ont atteint des objectifs. Et c'est pas forcément toujours en termes de chiffre d'affaires. Ça peut être en nombre de rencontres. Ça peut être, voilà, on peut mettre des indicateurs, on peut choisir ces indicateurs. Si vous n'avez pas fait cet exercice et que vous en rendez compte à cette étape-là que vous n'êtes pas capable de l'évaluer, une des actions à mettre en place, ça sera justement de créer les indicateurs pour l'année suivante si vous souhaitez poursuivre cette action. On en parlera effectivement au moment de définir un petit peu ces objectifs. Tu as des objectifs business et puis il y a des objectifs qualitatifs, on va dire, qu'on peut essayer de poursuivre et justement mettre en place une structure de reporting qui est pertinente et qui fonctionne. Ça peut faire partie des objectifs. J'allais la deuxième étape un petit peu dans cette partie d'analyse que j'aime bien faire en amont, c'est en fait souvent sur une année il se passe des choses. Les concurrents ils ont évolué, notre offre elle a évolué, donc c'est en fait de remettre un petit peu à jour cet état des lieux aussi, on va dire de ce qu'on appelle le SWOT, de l'analyse de la concurrence. Tu vois, des stratégies go-to-market des uns et des autres, comment est-ce qu'ils se positionnent maintenant, comment est-ce que nous on se positionnait à l'époque, qu'est-ce qui a évolué dans notre offre qu'on va pouvoir ajuster, est-ce que tout ça c'est encore bien à jour, à quels événements les concurrents ils sont allés, nos partenaires où est-ce qu'ils sont allés, tu vois, tout cet aspect-là un petit peu, qu'est-ce qu'ils font, enfin qu'est-ce qui a été fait chez les autres aussi qui pourrait être intéressant potentiellement d'ajouter chez nous pour Oui, d'avoir une chercher vision un peu des macro en fait, c'est-à-dire de pas juste regarder le nombril, mais enfin façon de parler, ouais. mais c'est de voir un petit peu aussi les concurrents, quel a été leur comportement, comme tu dis, s'il y a des actions qui sont mises en place, quels ont Qu'est-ce été qu'ils leurs font moves. bien, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils disent bien qu'on a l'impression que ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils font qu'on a vraiment pas envie de faire aussi. Et ça va passer aussi potentiellement par des partenaires. Tu vois, quand on en a, on peut aller chercher de l'info. Effectivement, ils ont peut-être été sur des salons sur lesquels on n'est pas allé, ils ont peut-être fait des actions qu'on n'a pas faites, des webinars, des contenus, bref, des choses dont on pourrait s'inspirer. Peut-être remettre aussi à plat. Souvent, c'est pour ça que je parlais de l'été, parce que la période elle est un petit peu plus creuse. Tu vois, normalement, il faudrait le faire tout le temps. Mais je sais qu'on n'est pas tous très assidus là-dessus, mais Soyons c'est lucides, c'est pas des choses qu'on fait tout le échanger, temps. échanger avec des clients. Tu vois, Oui. c'est prendre le temps aussi, parce que souvent les agendas ils sont un peu plus light en juillet, août, mais c'est de rééchanger avec ses clients. Est-ce que eux sont rendus à des événements? Est-ce qu'il y a des médias qui lisent? Comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Comment est-ce qu'ils perçoivent la concurrence? Où est-ce qu'ils vont chercher de l'info? Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être très intéressantes après dans l'élaboration du plan d'action. Donc c'est faire sa veille en fait aussi avec potentiellement des confrères. Échanger avec d'autres marketeurs qui sont dans d'autres secteurs d'activité et potentiellement aussi sur le B2C. Parce qu'il y a des bonnes pratiques à aller chercher, tu vois, on voit que par exemple l'influence, ça commence à arriver en B2B, c'est quelque chose qui fonctionne depuis longtemps en B2C. En fait, il y a de l'inspiration à trouver dans tous les secteurs d'activité, pas forcément que dans sa filière, que dans son silo, on va dire un petit peu justement, c'est de sortir un petit peu, s'ouvrir les chakras pour essayer de trouver des idées là où ça peut fonctionner. Et évidemment, après, c'est parler avec ses pairs, parce qu'en termes de marketing, ça a toujours un impact qui est non négligeable, quoi. OK, donc finalement, on en revient, c'est vraiment essayer d'ouvrir, comme tu disais, ouvrir ses chakras, essayer de comprendre ce qui s'est aussi passé à l'extérieur et pas simplement dans son entreprise. Donc tu nous parlais,
Je reviens tout petit peu en arrière. Tu me parlais de cette matrice SWOT. Donc, c'est en anglais, c'est Strengths, Weaknesses et Opportunities and Threats, avec mon Ouais. superbe accent anglais. Donc, en français, c'est vraiment menaces et opportunités. Donc, ça, c'est pour la vision marché. C'est vraiment pour l'environnement extérieur. Et les forces et les faiblesses, c'est la deuxième partie de la matrice. Et ça, on va vraiment venir regarder à l'intérieur de son entreprise. Et toi, ce que tu me parlais, c'est vraiment par rapport au marché, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des opportunités? Comment nos concurrents ou même nos pairs ont pu réagir? Quelles décisions ils ont pu prendre? Qu'est-ce qu'ils ont pu observer aussi? Et ce que tu as dit qui était très intéressant et qu'on fait peut-être pas assez souvent, mais je pense qu'une fois par an, effectivement, ça se traînera à le faire. Peut-être pas tout le monde en même temps. C'est parler avec ses clients. De toute façon, parler avec ses clients, ça reste toujours une des premières actions intéressantes à faire dans plein de domaines différents pour l'appliquer après à nos actions, nos offres, quoi que ce soit qui est lié au marketing. Yes. Effectivement, il y a tout cet aspect-là qui est en fait normalement un travail un petit peu au long cours, Oui, c'est vrai. en continu, mais de toute façon, enfin, faut pas se leurrer, on connaît tous le quotidien d'entreprise, et c'est sûr que quand on peut profiter de moments où les agendas sont peut-être un peu plus légers pour le faire, c'est peut-être l'occasion de l'été, quoi. Disons qu'il y a la théorie et la pratique. Et Voilà, si on n'arrive pas, c'est pareil, si on n'arrive pas à s'astreindre à le faire tout au long de l'année, eh ben on le fait au moins une fois par an. Ça sera toujours ça de prix. c'est clair. Ok, donc une fois qu'on a bien étudié nos actions, qu'elles ont pu donner, évaluer les actions, qu'on a évalué un petit peu ce qui s'est passé sur son marché, Hmm. qu'est-ce qu'on fait? Bah là, du Par quoi on coup, continue? voilà, on a fait un petit peu le point veille, on va dire, et data de ce qu'on avait à disposition. L'étape suivante, ça va être de définir ses objectifs. Donc, quand je dis définir les objectifs, c'est les objectifs business. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher c'est quoi l'objectif de chiffre d'affaires pour l'année prochaine ou d'ARR. Enfin bref, ça dépend comment est-ce qu'on regarde. Donc, ARR, c'est revenu récurrent annuel. C'est quoi, donc quels sont les Ça peut chiffres être qu'on les deux veut? d'ailleurs. Ça peut être les deux, hein. Effectivement, Ça le peut être le chiffre chiffre d'affaires d'affaires ARR, dont. c'est différent. Et l'ARR, le nouveau business qu'il va falloir être généré. Qu'est-ce qui est attendu dans cette part de nouveau business du marketing? Parce qu'on sait que souvent c'est un mix de revenus récurrents, de nouveaux business générés par le marketing, de nouveaux business générés par les sales. Et donc dans le plan marketing, bah, c'est effectivement qu'est-ce qui va revenir au marketing dans cette part de nouveau business. Après, donc ça passe par des échanges avec le CEO, souvent. Après, ça va être d'échanger potentiellement avec les autres responsables de pôle, les autres, et puis son équipe aussi sur quels sont leurs objectifs, enfin leurs ambitions pour l'année. Tu vois, récupérer les besoins, où est-ce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on puisse mettre le curseur. Parce qu'en fait, il y a les objectifs business et puis après il y a les objectifs qualitatifs, un petit peu dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, mais ça peut être ouvrir un nouveau marché. Et donc dans ce cas-là, on va peut-être pas aller chercher un objectif de chiffre d'affaires, mais on va aller chercher un volume de lead, tu vois, ou une pénétration, on va dire, tu vois, ne serait-ce que déjà d'ouvrir ça, lancer une nouvelle fonctionnalité, Ouais, ou lancer une nouvelle offre aussi. lancer une nouvelle offre, lancer un nouveau produit. Ça peut être effectivement aussi on l'a dit tout à l'heure, mais de mettre en place un nouveau CRM. Tu vois, ça c'est un projet peut-être sur l'année, ou de structurer la partie reporting. C'est sûr que ça prend pas qu'un mois. Hein. Voilà, non mais du coup c'est pour ça, c'est qu'il y a les objectifs business et puis après il y a des objectifs, tu vois, une refonte de site. Ouais. Ou un rebranding, c'est un objectif d'entreprise ou marketing, on va dire, qui a sa place en tout cas et qu'il faut être capable Qui de est souvent définir, quoi. transverse à plusieurs personnes ce qui va impliquer plusieurs personnes si l'entreprise a plusieurs collaborateurs. Après, c'est sûr que plus l'entreprise est petite, il y a peut-être des personnes dans l'entreprise qui vont cumuler plusieurs casquettes. Par exemple, le sales and marketing, parfois, les ventes et le marketing, c'est la même personne qui va s'en occuper. Parfois, c'est même le CEO quand ils sont tout seuls. Dans tous les cas, que vous soyez seul ou à plusieurs, c'est une réflexion à mener avec les personnes qui sont dans votre entreprise. Et si vous êtes tout seul, bah, vous mettrez la réflexion tout seul. Mais ça peut aussi être intéressant de discuter avec des partenaires dans ces cas-là, s'ils sont impliqués. C'est clair. Donc voilà, et après donc voilà, s'il y a vraiment un truc à faire, en tout cas, c'est déjà quand même l'objectif business, au moins, c'est quoi le chiffre d'affaires qu'on doit aller chercher, le nouveau chiffre d'affaires potentiellement, quelle est la part du marketing, et donc là, on a un chiffre d'affaires. Normalement, on connaît quand même plus ou moins son panier moyen, donc ça va permettre de définir quel est le nombre de nouveaux clients qu'il faut aller chercher. Et après, à partir de là, c'est-à-dire quand on a les indicateurs, ben c'est quoi le nombre de clients qu'on doit aller chercher, du coup sur combien de clients on signe par rapport à un volume d'opportunités.
Donc là, ça va donner le nombre d'opportunités. Et puis après, combien il nous faut de leads pour ouvrir une opportunité. Et donc, on peut remonter au nombre de leads. Et là, on est capable, du coup, tu vois, sur des indicateurs marketing, d'aller chercher l'objectif de lead de l'année. Et donc, Ok, c'est donc en fait, ce funnel un petit peu qu'il faut essayer de recomposer, quoi. on va à rebours et on se dit, Mm. pour générer tant, il faut que j'obtienne X nouveaux clients. Et pour avoir X nouveaux clients, je sais qu'il faut que j'ai tant d'opportunités. Donc, vraiment procéder à rebours, c'est scolaire, mais honnêtement, c'est vraiment comme ça qu'on arrive le mieux à définir ce qu'il faut mettre en place pour atteindre nos objectifs. Ouais, et faut pas oublier, tu vois, que le marketing, l'objectif principal, ça reste quand même de générer du business. Oui. Parce que quand Merci on se de le rappeler. concentre sur, parce que c'est ça, t'en as qui se concentrent sur, moi, mes objectifs, c'est augmenter le trafic du site et puis le nombre de leads. Non, ça, c'est un moyen, tu vois. C'est un moyen pour effectivement générer plus d'opportunités, plus de business. Et Oui. donc, il faut repartir de ces KPI business là, indicateurs vraiment sonnant trébuchant, on va dire. Ça Oui. permet effectivement de remonter le funnel d'une façon assez pertinente, quoi. Et c'est un excellent rappel, c'est-à-dire que le marketing, l'objectif d'une entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires. Donc c'est pas juste d'avoir des leads, parce qu'on peut avoir plein de leads, si on n'arrive pas à les convertir et à générer du chiffre d'affaires, ça sert à rien du tout. Donc merci pour ce rappel, Axel, parce que comme tu dis, un objectif, c'est pas je veux plus de visibilité ou je veux juste plus de leads. C'est je veux plus de chiffre d'affaires et qu'est-ce que je mets en place pour avoir plus de leads qui vont me générer ce chiffre d'affaires. C'est ça. Et après, du coup, effectivement, développer le trafic du site, ça va être un moyen. Ça fait partie des actions. C'est un sous-objectif, on va dire, de la catégorie, générer du business par le SEO, quoi, par exemple. Oui. Donc, générer du trafic et s'assurer qu'il convertit bien aussi. Parce voilà, que c'est s'il ça. vient sur le site, mais que derrière, il se passe rien. C'est pour ça qu'il faut toujours cette connexion aux indicateurs business, parce qu'en fait, générer du trafic pour générer du trafic, c'est facile. Enfin, c'est facile. Si, il y a moyen, c'est facile. Voilà. Générer des leads, c'est pareil. Après, si c'est tous des étudiants, en fait, qui t'ont laissé leur email parce qu'ils voulaient venir écouter ce que tu disais dans le cadre de la formation, t'achèteras jamais rien. Ils t'achèteront jamais rien. Donc, t'es content d'avoir généré des leads, t'es content d'avoir généré du trafic, et puis à la fin de l'année, t'as pas de chiffre d'affaires, quoi. Ce qu'il faut, c'est rajouter le mot qualifié derrière. Voilà, des leads qualifiés, ouais. Voilà. Lead qualifié, trafic qualifié. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui, derrière, va potentiellement pouvoir être transformé en clients qui vont générer du revenu. Yes. Tout à fait. Ok. Donc, pour pouvoir avant de définir clairement les objectifs, on va rassembler tout le monde et on va définir, comme tu disais, les objectifs business. Donc ça, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Si vous êtes responsable de marketing, assurez-vous vraiment d'avoir la vision du CEO parce que il faut que derrière tout soit planifié et mis en place pour que cette vision elle colle avec la vision du CEO, du board, peu importe combien il y a de personnes impliquées dans cette décision. Mais c'est vrai que parfois on voit des décisions qui se prennent où on va les prendre, on va dire à notre échelle, sans regarder ou sans interroger les personnes qui vont vraiment diriger l'entreprise. Moi, je l'ai déjà observé et du coup, en fait, c'est pas aligné. Et c'est pareil avec les sales aussi. Il faut voir aussi derrière. C'est les autres chefs de pôle aussi, surtout les autres responsables de pôle, tu vois. Et typiquement, sur un objectif business, il faut que CEO, responsable marketing et puis responsable sales soient alignés et soient d'accord, quoi. Et soient tous autour d'une table, voilà. Quitte à ce que derrière, le marketing prenne le relais et décline les actions, le plan d'action. Mais derrière, faut que, avant ça, il faut que tout le monde s'en parle pour que tout le monde soit d'accord et aligné sur les objectifs à poursuivre. C'est clair. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, maintenant, on a tout notre état des lieux qu'on a fait, on a des objectifs, et donc il va falloir choisir les bons projets, choisir les projets qu'on va vouloir mener cette année, qu'on va vouloir inclure dans notre plan marketing pour aller chercher ces objectifs-là. Et donc, normalement, si tu as bien fait ton travail de benchmark et d'analyse, le post-mortem, on va dire, tu sais quels sont les projets qui fonctionnent dans ton année et que tu vas vouloir continuer. Et après, maintenant, c'est quels sont les nouveaux projets que tu vas vouloir ajouter. Et pour ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est lister toutes les idées que tu as eues. Dans ta première colonne, tu vas mettre ta liste. Dans ta deuxième, tu vas essayer, en fait, tu vois, d'avoir une matrice objective. Donc, ce que tu vas faire, c'est est-ce que ça répond à un des objectifs? À quel objectif ça va répondre? Après, la complexité d'exécution, le niveau de budget que ça va te demander. Est-ce que c'est un ROI potentiellement à court, moyen ou long terme? Et puis après, quelle est l'échelle du ROI? Est-ce que c'est un impact faible, fort, tu vois, ou moyen, modéré, on va dire. Et donc, toutes ces colonnes-là, tu vas essayer de les remplir, de mettre des notes, tu mets des croix, enfin bref, tu fais un peu comme tu veux, quoi. Mais du coup, tu vas essayer de noter un petit peu toutes tes idées pour avoir une idée de la complexité de l'action par rapport au potentiel que ça peut te rapporter.
Et comme ça va te permettre de prioriser les projets, en fait. Parce que ce que tu vas chercher, c'est évidemment le moindre effort pour le maximum de retour. On est bien d'accord. Ouais, dans l'idée, en tout cas. Après, si tu veux te lancer Et sur des que ce trucs qui soit rapportent rien et cohérent qui sont aussi. compliqués, mais Ah tu non, peux on y en aller. voit parfois. Hein. Moi, Mais du coup, effectivement, donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir cette matrice-là qui va te permettre d'identifier quels sont les projets qui peuvent avoir le maximum d'impact dans un délai raisonnable pour le minimum d'efforts. Et ça dépend aussi potentiellement de toi, de la constitution de ton équipe, tu vois, de où t'en es. T'as des boîtes qui ont un branding très fort et du coup, forcément, appuyer sur ces leviers-là, ça va être plus facile. T'as des boîtes qui vont être plus fortes en product marketing ou en demand gen et puis du coup, appuyer sur ces leviers-là par rapport à ton effectif, c'est plus facile aussi. Donc ça, c'est propre à chaque situation, quoi. donc tu le mets en perspective par rapport aux ressources dont tu disposes. Aux ressources, au budget, Oui, aux à tes aux ressources compétences, humaines, voilà. financières, Voilà. voilà. C'est dans la complexité d'exécution, ça rentre en compte, quoi. Ok. Donc là, du coup, voilà, t'as identifié tes projets, et donc maintenant, il va falloir rentrer dans ton plan d'action marketing, et il va falloir essayer de rentrer tout ça, de décliner tout ça par rapport au plan de ton année. Et donc, ça veut dire des timelines, découper les projets. Déjà, il faut pas surcomplexifier les projets quand c'est un nouveau truc que tu veux lancer. Tu vois, tu veux mettre en place du nurturing dans ton année, donc c'est-à-dire par email, donc envoyer des emails Oui. régulièrement à ta base de leads pour Merci les aider à monter en maturité. Exactement. Je définis. C'est une très belle définition. Et donc l'idée, c'est peut-être pas effectivement de rentrer tout de suite dans une structure super complexe, à vouloir envoyer des workflows dans tous les sens, automatisés, machin, mais peut-être que tu peux commencer par mettre en place une newsletter, tu Oui. vois, et montrer qu'effectivement c'est lu, ça a un impact, les gens reviennent et du coup reviennent sur ton site et reconsomment tes contenus, et puis que ça va te permettre, t'as acheté un petit outil pour envoyer ta newsletter et du coup t'as montré que ça marchait, et derrière tu vas pouvoir enchaîner sur quelque chose de plus complexe, un outil un peu plus haut de gamme et tout. Donc tu vois, c'est pas surcomplexifier les projets dès le début parce que tu risques de te mettre dans une situation d'échec, on va dire. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est que même quand on peut lancer un nouveau produit, une nouvelle offre ou quoi que ce soit, c'est se dire quelle est la première étape que je peux franchir, une sorte de MVP en fait de ton action marketing. Tu dis ok, je veux commencer à faire très bien du nurturing. Parfois, ça peut même être un site internet. Je dis, ok, le site internet, peut-être que je peux en avoir une première version qui va être très clean, et derrière, je vais continuer de l'enrichir, mais je vais pas attendre qu'il soit tout complet pour pouvoir le lancer. Je vais attendre qu'il y ait ce qu'il faut de pertinent dessus pour générer du trafic. Puis après, je pourrais peut-être rattacher autre chose, développer ma partie blog et actu, qui peut-être va prendre un petit peu plus de temps. Moi, j'aime bien justement ce que tu dis de ne pas commencer à vouloir voir très très grand. C'est-à-dire, je vais commencer, c'est une nouvelle action, je vais faire du nurturing, très bien. Je vais commencer par une newsletter, je vais évaluer, puis après, je vais progressivement enchaîner derrière. Ouais, tu vois, l'exemple du site internet, il est très bon. C'est que ça se construit par étapes. D'abord, tu vas avoir une espèce de homepage, un one-pager, homepage, landing page, on va dire que tu as une page. Puis après, tu vas rajouter des différents niveaux avec tes différents produits, avec des use cases, avec un blog, avec voilà, des différentes choses. Et si tu voulais lancer dès le début un site de 500 pages, en fait, tu ne lancerais jamais, quoi. Et souvent, c'est l'erreur d'ailleurs, c'est de vouloir trop attendre. Donc voilà, donc l'idée là maintenant qu'on a ces actions, c'est effectivement de les rentrer dans un plan marketing, dans un plan d'action. D'ailleurs, j'ai un template, je te le passerai si tu veux, comme ça super. tu pourras le mettre dans la description. Il y a tout étape par étape avec l'aspect budget et tout, et puis plan d'action. Et du coup, tu as effectivement, l'idée, c'est donc de les timer dans l'année, de les découper étape par étape, de mettre en face ce qu'on va appeler le RACI. Tu vois, c'est qui est responsable du projet, qui est accountable, donc qui va rendre des comptes dessus, qui est consulté dans l'élaboration du projet et qui a juste besoin d'être informé. C'est important qu'il y ait effectivement qu'on sache qui est responsable du projet, qui en fait va être chargé de le mener, quoi. Et puis après, quels sont les outils dont on va avoir besoin, quel est le budget qui va être nécessaire sur chaque truc. Et donc ça, tu le rends dans ton projet, dans ton plan d'action de l'année, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on liste les actions, mais on ne dit pas qui est responsable. Et si c'est pas en interne, parce que parfois, on n'a pas forcément la ressource en interne, c'est arriver à définir, OK, on l'a pas en interne, mais de pas laisser la case vide pour autant. C'est de se dire, là, il faut trouver quelqu'un. Mais sinon, en fait, l'action, elle sera juste pas menée. Donc, si l'action, elle est vraiment très importante, si elle figure pour l'action, c'est qu'elle est importante. Donc, c'est, comme tu dis, bien définir qui est responsable de l'action. En fonction de la taille de l'équipe, de la taille de l'entreprise, effectivement, mettre toutes les autres qui est accountable, donc qui rend compte, c'est ça, et qui doit juste être informé. Mais il faut pas laisser une case vide, par contre. Il faut toujours qu'il y ait une personne identifiée à l'action.
C'est clair, c'est impératif, on va dire. Effectivement, et après, ça peut être en interne, en externe, tu peux externaliser des choses, tu peux recruter, mais en tout cas, il faut que ce soit identifié. Et voilà, et après, en parallèle de cet exercice-là, bah, tu as l'exercice du budget, hein, du budget marketing. Le meilleur. J'allais dire, forcément, tu vois, le plan d'action est toujours en rapport avec le budget que tu peux mettre dessus. Là, c'est quoi un budget marketing? C'est un peu difficile à dire parce que les cas sont un peu tous différents. Mais pour donner une idée, en général, forcément, quand tu as de l'historique, bah, c'est facile parce que tu as ton budget de l'année d'avant, donc tu vas pouvoir partir par rapport à ça. Mais si tu arrives dans une nouvelle boîte ou que ça t'as jamais trop fait cet exercice, tu sais pas trop ce que ça représente. Donc en fait, tu vois, j'ai trouvé plusieurs benchmarks par rapport à ça. Il y a Gartner Oui, qui a qu'on sorti, présente plus. voilà, ils ont sorti une étude, donc il l'a sorti chaque année sur les budgets marketing dans le B2B. Il y a deux façons en fait de regarder un budget marketing. Soit tu vas le regarder par rapport en pourcentage de chiffre d'affaires. Ouais. On va dire que ça, c'est pour toutes les boîtes un peu traditionnelles qui ont une croissance raisonnable, un peu classique. Et donc dans ce cas-là, Oui, Gartner, qui ils veulent nous disent, maintenir, quoi. ouais, voilà, Maintenir et développer, mais qui n'ont maintenir pas un but ou hyper ouais. croître, tu vois, dans une mesure raisonnable. Je crois que la Oui, croissance des PME en France, tu vois, l'année dernière, c'était 11% ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est des idées de croissance un peu raisonnables. Dans ce cas-là, tu vas regarder effectivement par rapport au chiffre d'affaires. Et donc Gartner, ils nous disent qu'effectivement, en 2024, le budget moyen marketing, c'était 8,4%. ok. Voilà, par Du rapport chiffre au d'affaires. chiffre d'affaires. L'autre façon de regarder ça, ça va être par un pourcentage du nouveau business à générer. Donc ça, Ouais. tu vois, un pourcentage d'une nouvelle ARR, ça c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans les startups tech un peu logicielles, parce que quand tu as des formules à l'abonnement, en fait, donc du coup, tu vas plutôt chercher le revenu annuel récurrent. Et Mhm. donc dans ce cas-là, tu vas regarder, vu que tu cherches une croissance très forte, tu vas faire ton budget marketing en rapport au nouvel ARR que tu vas vouloir générer. Et donc là, par exemple, il y a un cabinet américain qui a fait cette étude-là sur toutes les startups qu'ils ont en portefeuille. Et eux, ils nous disent qu'ils observent qu'en général, tu as à peu près 59% Oh, c'est du précis. nouvel ARR qui va être des dépenses marketing, quoi. Ok, donc là, on se base sur une projection sur Ouais, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'ARR, donc le revenu récurrent qu'on veut générer, et on se dit 59% de ce revenu qu'on veut générer, on l'alloue à des dépenses marketing. exactement. C'est ça. Donc du coup, si tu prends, enfin voilà, après faut faire les calculs par rapport à ta situation, quoi. Mais si tu as une entreprise, je sais pas, qui fait 2 millions de CA, bah du coup, 8,4%, ça va faire 168 000 euros, D'accord. tu vois, de budget. Voilà. Si tu veux faire 11% de croissance sur cette boîte, bah, ça veut dire que 11% de 2 millions, ça fait 220 000. Et si tu veux calculer du coup par rapport à ça, 59% de 220 000, ça fait 130 000 euros de budget. Voilà. Ok. Et donc du coup, ça permet, en fait, c'est des indicateurs, c'est des benchmarks, donc c'est pas toujours pareil, mais en tout cas, ça permet de se dire déjà comment tu te situes par rapport au reste. Et puis ensuite, ce qui est important en fait d'avoir, surtout par rapport à ton budget marketing, c'est de te dire c'est quoi ton coût d'acquisition d'un client par rapport à l'année d'avant. Et donc en fait, si tu as été capable de, bah en fait, tu avais ton budget marketing, tu vois combien tu as de clients t'as généré. Bon, bah, c'est un peu plus compliqué que ça, le calcul du coût d'acquisition client, mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc une fois que tu as ton coût d'acquisition, que tu sais que tu as fait tes objectifs business et que tu dois générer 100 nouveaux clients et que ça t'a coûté 400 euros pour générer un client, en fait, si ton budget marketing il fait pas 400 000 euros, ben tu vois, bon, va falloir chercher des optimisations, mais tu dois être à peu près dans cette fourchette-là, quoi. Sinon, c'est que tu as des objectifs qui sont pas alignés Qui avec les sont pas moyens liés, que tu es ouais. prêt à mettre en face, quoi. Oui, c'est sûr qu'après se dire j'alloue 10 000 euros de budget marketing et je veux atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça paraît quand même dérisoire par rapport à voilà, il y a un moment donné, il faut être lucide. On a besoin de mettre du budget pour pouvoir atteindre certains objectifs. Ouais, mais tu vois, c'est très important de la nomenclature là-dessus, c'est qu'on entend beaucoup parler de dépenses marketing, mais Non, c'est non, de c'est un l'investissement. investissement marketing. Tu vois, et du coup, c'est sûr que, bah, comme tout investissement, en fait, si tu mets rien dessus, bah, ça te rapporte rien. Voilà. La différence, c'est que on parle d'investissement quand on est capable d'arriver à mettre en face des indicateurs pour le mesurer, alors que, effectivement, quand on n'en a pas mis, on a l'impression que c'est juste de la dépense parce qu'on voit pas ce qu'on arrive à gagner avec cet investissement. Et je pense que ça, c'est vraiment une question de perception. Et Hmm. quand on met en place ces indicateurs et en face de nos actions et qu'on évalue, parce que c'est pas juste en mettre en place, c'est aussi les remplir en fait, pouvoir observer, on n'a pas du tout
la même façon d'appréhender cet argent qui sort, puisqu'en fait, c'est comme avec nos finances perso, hein, il y a des dépenses et de l'investissement. Moi, ma grand-mère, elle dit souvent, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est vrai aussi avec un budget marketing, c'est-à-dire qu'on peut pas faire des miracles avec très peu de budget, quoi. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est intéressant enfin, je rebondis là-dessus pour creuser, parce que quand on donne ces chiffres-là, t'en as qui calculent le budget en mettant les salaires, t'en as qui le calculent sans le mettre. Tu vois. Donc moi, les chiffres que je te donnais là, c'est qu'en général, t'as les coûts RH dedans. Tu vois, ce que nous disait le cabinet, la startup que je te donnais, dans les dépenses marketing, en fait, ils observent qu'en général, t'as à peu près 40% sur les salaires, 41% sur les salaires, t'as 11% sur la tech, donc les outils au service du marketing, et puis après, t'as 48% du budget sur les actions. Qui vont être répartis du coup entre la pub, les events, le SEO, le content. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que votre budget marketing, si vous devez aussi, même que ce soit internalisé ou externalisé, forcément, il faut prendre en compte le coût humain que ça peut générer et les outils. Parce que parfois, on va se dire, OK, j'ai mené ça, mes campagnes d'email, c'est très bien, donc je vais devoir rédiger tout ça, mais il y a aussi des outils derrière qu'il va falloir financer. Il faut également compter les outils dans ces choses-là. Et c'est pareil quand on dit, les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. En réalité, si on veut vraiment bien faire le job, parfois, on va aussi s'équiper d'outils pour faire cette partie-là. Et ça a un coût également. C'est clair. Et donc voilà, donc une fois que tu as fait tout ça, normalement, tu as un plan marketing qui est quand même plutôt bien ficelé. Tu arrives un petit peu en bout de course. Ok, toi, tu juste pour la présentation du plan marketing, toi, tu recommandes le plus simplement possible un plan d'action détaillé et un plan d'action synthétique. Moi, je sais que j'aime bien travailler comme ça, avec un plan d'action synthétique. On va voir les grandes actions et puis après quelque chose de plus détaillé où on aura vraiment tous les détails en termes de ressources, en termes d'outils. Bon, il y a même un truc que j'aime bien faire, c'est potentiellement avoir un super plan et un sous-plan, tu vois. Qu'est-ce que tu fais si tu surperformes? Non, mais pas par rapport aux détails, mais d'avoir des options. Un plan B. En gros, c'est que si tu surperformes, tu te rends compte à la moitié de l'année qu'en fait, t'es bien en avance sur tes objectifs, tu vois, et potentiellement, tu vas pouvoir débloquer du budget supplémentaire. Qu'est-ce que tu rajouterais sur ton plan? Et si tu sous-performes, c'est quoi ton minimum viable plan marketing, quoi? Voilà. Je fais pareil, non, en termes de budget. Je fais pareil en termes de budget. J'ai un budget pour si je surperforme, un budget réaliste et un budget si je sous-performe. Après, c'est le choix des actions. Je ne vais pas dans ce niveau-là. Mais tu as raison, ça sera intéressant de le faire. Après, tu vois, le budget, ça peut être peut-être un salon que tu vas faire sur la deuxième moitié de l'année, si t'as bien performé sur le début, tu vois. Après, effectivement, ça peut être juste, en fait, on réduit les budgets pub, on réduit les budgets machin, mais on continue ISO en nombre d'actions, mais on diminue un peu les budgets. C'est en fait justement qu'est-ce que tu vas faire si ça se passe bien. Ça permet de prévoir, quoi. Et donc, j'allais dire, la dernière étape, c'est de présenter son plan marketing. Hyper important. C'est effectivement au niveau du COMEX, donc CEO, Head of Sales, autres responsables de pôle, pour que tout le monde adhère bien au plan marketing. Et encore une fois, c'est une question d'alignement. Normalement, quand tu as une équipe marketing, on va dire qu'ils sont impliqués un peu tout au long du process. Donc ça ne doit pas être une surprise, mais c'est effectivement présenter quand même aux équipes pour les embarquer. Je pense que c'est bien. Pour les embarquer. Partage la vision. Effectivement, qui partagent les OKR aussi, tu vois, qui comprennent bien en fait comment leur rôle aussi s'insère dans ce plan marketing global et dans les objectifs de la boîte. Et encore une fois, c'est une idée d'alignement, quoi. Donc, tu as la présentation COMEX, tu as la présentation à ton équipe. Potentiellement, tu peux avoir des responsables de pôle aussi en fonction de la taille de la boîte. Mais en tout cas, c'est que ce plan marketing il soit partagé par les équipes, par ceux qui doivent être au courant, quoi. Ok, et moi j'ajouterais par les équipes internes ou externes, parce que si on a des collaborateurs qui sont pas au sein de l'entreprise et qu'on fait appel à des partenaires extérieurs, c'est important aussi de partager ce plan d'action parce que, comme tu le disais, ça permet à chacun aussi de se positionner par rapport à ce plan marketing, savoir quel rôle il va jouer et finalement donner du sens à chaque poste, à chaque fonction. Et je pense que quand on met du sens derrière et qu'on voit le big picture, on s'implique plus et on s'implique mieux parce qu'on comprend où on veut aller de manière collective. Tout à fait. Donc voilà, c'est l'adhésion autour du plan marketing, c'est important et il faut pas le négliger. Ok, donc on partage aussi son plan marketing et évidemment après on le fait vivre. Et tout le reste de l'année, qu'est-ce qu'on en fait de ce plan marketing? Non, une fois que c'est fait, tu le mets dans un drive et puis il dort dessus. Non, tu le mets dans le tiroir évidemment. Oui, voilà, c'est pas ça que sert un plan marketing. Non, après ça vit tout au long de l'année, notamment par rapport aux KPI que tu as identifiés, aux objectifs que tu as prévu d'atteindre. On y revient régulièrement. C'est que du coup tu vas surveiller effectivement régulièrement. Alors avec plus ou moins de finesse les KPI et les actions, mais j'allais dire au moins trimestriellement, tu dois être capable de refaire un point sur
Est-ce que tu es aligné avec les objectifs que tu avais fixés? Est-ce que les actions que tu as mises en place, elles performent comme tu l'attendais ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu cut? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas modifier, que tu rajoutes? Est-ce que tu es dans tes délais Voilà, aussi est-ce que par tu es rapport dans à les certains délais? projets? Donc tu y reviens quand même régulièrement, ça s'adapte. Potentiellement, il y a des choses qui vont bouger, hein. En fait, on fait un plan sur l'année et puis on fera peut-être pas tout. Et t'as des choses, il y a la réalité qui te rattrape, tu vois. Je pense à l'année dernière, t'as certainement plein de boîtes qui n'avaient pas prévu de lancer une fonctionnalité liée à l'IA. Et puis en fait, ont vu débouler ça Là, tu n'as pas de le temps de te façon dire on assez attend le plan d'action fracassante. de l'année suivante, quoi. Voilà. Et là, du coup, faut réagir. Et donc, un plan marketing, c'est agile. Et donc, tu réagis aussi aux événements et tu l'adaptes en fonction de tes résultats. Donc ça vit toute l'année. Moi, je trouve que ce qui est intéressant quand on planifie, c'est justement que ça laisse plus de place pour l'imprévu, pour gérer l'imprévu si jamais il arrive. Comme tu dis, bah voilà, au fait, ça on l'a pas vu venir, ou il y a cette opportunité. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah ok, on sait qu'on peut peut-être faire de la place, de remplacer, mais au moins on n'est pas accablé par tout un tas de choses à faire. On a une vision globale de ce qu'il y a à faire dans l'année et on peut mieux s'adapter à l'imprévu. C'est ça. Tu planifies, effectivement, tu feras pas forcément tout comme ça va se passer, mais en fait, plus tu es préparé, mieux tu vas être capable de gérer les imprévus, quoi. Exactement. Bah, écoute, Axel, je te remercie. C'était hyper clair. Je mettrai bien dans les ressources le modèle que tu vas nous partager. Merci beaucoup, d'ailleurs. Je t'en prie. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Et est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin? Le mot de la fin, j'allais dire, c'est parler à vos clients, hein. Enfin, je reviens sur la Merci, tu notion pouvais du pas mieux début. dire. Voilà, mais c'est vraiment parler à vos clients. Enfin, on peut essayer d'aller chercher des données en cherchant sur Internet, en allant à droite à gauche, mais ce qu'on récupère en interview avec un client en dehors d'un process commercial, ça a de la valeur qui est dingue. Et ça coûte pas très cher en règle Et ça générale. coûte pas si cher que ça. Merci beaucoup, Axel. Merci à toi, Laurie. À bientôt.